Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Ariane. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Donc, Ariane Olbertion, je suis responsable des affaires juridiques chez Mondata, également responsable de la protection des renseignements personnels. Moi, je suis chez Mondata depuis un peu plus que 2 ans maintenant. Rapidement, là, quand j'ai commencé dans le domaine de la cybersécurité, c'était l'entrée en vigueur du projet de loi 64, donc je me suis intéressée super vite à la protection des renseignements personnels. J'ai voulu en apprendre davantage sur le sujet. Je me suis certifiée aussi là-dedans avec l'International Association of Privacy Professionals. Et maintenant, je suis également chargée de cours à temps très partiel à l'Université de Sherbrooke dans le nouveau programme de certification comme responsable de la protection des renseignements personnels. Oui, effectivement, et c'est justement ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui parce que c'est très intéressant d'avoir fondé un programme justement qui va aider les gens à progresser. Mais on va commencer par quand même mettre en contexte là, le PL24, L25, tout dépendant comment on veut la nommer, puisqu'il y a encore du débat là-dessus. Qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi les obligations qui sont là et qui s'en viennent et qui sont importantes? Oui, en fait, depuis le 22 septembre 2022, là, toutes les entreprises et organismes publics également ont un responsable de la protection des renseignements personnels parmi leurs rangs. Donc, c'est un nouveau rôle qui est entré en vigueur en septembre dernier. C'est un rôle super important, qui a beaucoup de responsabilités qui vient avec ce rôle-là. Puis c'est l'idée aussi d'avoir une formation à ce sujet-là très complète, comme le programme qu'on va parler un peu plus tard. En fait, c'est que automatiquement, dans les entreprises privées, je vais parler plus de ça parce que c'est ce que je connais le plus, cette fonction-là est automatiquement à la personne qui a la plus haute autorité au sein de l'organisation. Évidemment, ce rôle-là peut être délégué par écrit, mais la personne, au final, qui exerce ces fonctions-là doit quand même avoir une connaissance particulière au sein de l'organisation de c'est quoi la nature des renseignements personnels qui sont collectés, qui sont traités par l'organisation, qui a accès à ces renseignements personnels-là. Puis la loi lui donne également beaucoup de responsabilités, comme être responsable de toute la gouvernance, de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisation, avec les politiques, les pratiques, en protection des renseignements personnels, les obligations de réaliser des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée également, tout ce qui est incident de confidentialité, tenue de registre, divulgation, notification, la liste continue. Donc, c'est pour ça que c'est pas un rôle à prendre à la légère là, au sein des entreprises et également du secteur public. Ça est très intéressant. Puis justement, c'est ça qui a probablement amené l'idée dans le fondateur du dit programme, justement, d'amener cet élément-là de connaissance qui est, à mon avis, très importante pour justement appliquer toutes les conséquences ou toutes les obligations qui vont découler de cette loi-là. Oui, effectivement. Donc, l'idée d'un programme de certification comme responsable de la protection des renseignements personnels est venue au professeur Pierre-Martin Tardy de l'Université de Sherbrooke. En fait, ce qu'il remarquait, c'était que l'offre de formation était peut-être pas très complète, puis c'est normal, hein, c'est une nouvelle loi, des nouvelles obligations. Donc, souvent, ce qu'on voyait comme type de formation, c'était des petits 30 minutes, une heure par-ci, une heure par-là, qui vient résumer un peu ce qui est nouveau au niveau de la loi. Mais il n'y avait pas grand-chose qui traitait vraiment en profondeur de toute l'ampleur de ce rôle-là puis de cette nouvelle fonction-là. Il s'est beaucoup inspiré aussi de ce qu'on voyait dans l'Union européenne avec le RGPD au niveau du rôle en fait de délégué à la protection des données qui est quand même similaire au rôle de responsable de la protection des renseignements personnels au Québec. Donc, ce qu'on voyait dans l'Union européenne, c'était des formations universitaires de parfois plus d'1 an, d'une durée de plus d'1 an, qui étaient beaucoup plus complètes, là, qui allaient plus en détail. Donc, c'est là qu'est venue l'inspiration d'offrir un peu la même chose au Québec. Donc, avec ce programme de certification-là, c'est la première formation certifiante au Québec là, comme responsable de la protection des renseignements personnels qui a été mis en place. C'est très intéressant et encore d'autant plus pertinent puisqu'on est dans un univers où je vais quand même lâcher là. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Fait que c'est très important, puis on peut pas s'improviser à l'interprétation de cette loi-là parce qu'elle a des conséquences quand même très importantes, très
Et des pénalités financières d'ailleurs aussi qui peuvent être très importantes, qui peuvent nous amener ailleurs. Donc, c'est très intéressant de nous amener justement dans un contexte où on est capable d'avoir l'information, mais en profondeur qui va avec ce genre de choses-là. Et c'est d'autant plus intéressant parce que l'équipe qui a été formée pour ça, ce que tu m'as dit, c'est un professeur, 3 chargés de cours, et les Exact. pédigrés de chacun est très intéressant parce qu'il amène des facettes les facettes très, à mon avis, très essentielles à l'arrivée à un regard complet par rapport à ça. Oui, exactement. Puis je pense que c'est l'idée aussi de Pierre Martin qu'il a voulu débuter l'élaboration de ce programme-là. Il s'est tout de suite entouré d'une équipe de chargés de cours qui a des parcours vraiment variés, puis de l'expérience aussi dans différents domaines. Donc, lui, évidemment, son expertise est en cybersécurité. Il est professeur à l'Université de Sherbrooke depuis de nombreuses années. Il y a également Marie-Lise Caron qui est avocate à l'AMF. Donc, elle est spécialisée en gouvernance. Elle traite toute la partie, justement, de gouvernance du cours. Et également des très grandes connaissances tous au niveau du secteur public. Donc, ça vient compléter cet aspect-là, en fait, de la matière. Ensuite, il y a Michael Albertson, qui est conseiller principal en cybersécurité à la Banque nationale du Canada. Donc, lui, c'est vraiment toute la formation technique. Il donne les cours justement sur la cybersécurité, les mesures de sécurité, tout ce qui est aussi accès, tout ce qui est plus technique par feu, backup, anonymisation, encryption, comment ça fonctionne. Donc, on va jusque-là dans la matière. Puis, de mon côté, au niveau juridique, plus ce qui est réglementation, loi, normes en matière de protection des renseignements personnels. Donc, c'est l'aspect que je viens apporter. Puis aussi, ma connaissance plus au niveau du secteur privé. Très intéressant. Moi, je suis plus spécialisé en le droit public, là, dans ce contexte-là. Puis l'interprétation, d'ailleurs, est pas pareille entre les deux lois qui s'appliquent parce qu'ils sont vraiment des missions qui sont complètement différentes. Donc, c'est très important d'avoir les deux facettes puis de les comprendre. Et je vais te poser une petite question par rapport à ça, puis ça va faire glisser vers la matière. Une compagnie qui offre du service à une entreprise, un ministère, par exemple, doit nécessairement se conformer à la version publique, donc la loi sur l'accès, et pas seulement à son version sur la loi privée, si je ne me trompe pas. Ouais, puis on le voit aussi dans les groupes, en fait, parce que notre première session est déjà commencée depuis le mois de janvier. Donc, c'est vraiment intéressant de voir notre première cohorte qui est très divisée. Là, on a des gens du secteur privé, des gens du secteur public, des gens du secteur de la santé. Donc, c'est le genre de questions qui se posent dans le cadre de la certification. Puis, que ça donne aussi comme résultat, c'est qu'on vient former une espèce de communauté de futurs ou actuels responsables de la protection des renseignements personnels, puis ça leur permet d'échanger sur des questions qu'ils peuvent avoir aussi dans le cadre de l'exercice de leur fonction, parce que c'est souvent des nouvelles questions qu'il n'y a pas de réponse déjà prête ou des interprétations déjà des tribunaux à ce sujet-là. Donc, ça donne une belle communauté pour échanger sur ces nouveaux enjeux-là, que souvent on se rend compte tant secteur privé que secteur public, ce sont les mêmes questions présentement qui se posent, ou en tout cas qui se ressemblent beaucoup. Puis toute cette interrelation-là entre les deux. Donc, ouais, ça fait un beau groupe, une belle première cohorte actuellement. Tout à fait. Puis de toute façon, c'est important d'échanger parce que dans ces milieux-là, on va avoir beaucoup justement de ces jeunes au Québec, au Canada en général aussi, en termes d'application aussi vaste de la loi par rapport à RGPD. Les autres ont déjà à ce stade-ci plusieurs années en arrière de la cravate, fait qu'ils sont déjà mieux outillés que nous pouvons l'être. Donc, d'établir ces communauté de pratique-là, ça va être très intéressant, puis juste d'échanger, puis justement de voir ces éléments-là. Puis justement, quelle est la matière que vous couvrez? Parce que tu mentionnes qu'il y a quand même 12 séances, c'est quand même assez massif en termes de contenu, fait que vous avez couvert quand même assez large. Oui, exactement. En fait, pour la première session, comment ça s'articule un peu, c'est un vendredi matin sur 2, ça commençait au mois de janvier. Donc, c'est des séances de 3h30. 12 séances de 3h30. Donc, on a vraiment le temps là, de couvrir énormément de sujets. On commence par parler des grands principes
de la protection des renseignements personnels en général. Comme je disais, on va passer les normes, les lois, les règlements en matière de protection des renseignements personnels, pas juste au Québec. On veut aussi donner une vision globale de ce qui se passe au Canada puis dans le reste du monde aussi. On parle de structures de gouvernance beaucoup, comme je disais, l'élaboration de politiques de confidentialité. On a le temps, donc on fait des exercices pratiques pour leur permettre de savoir comment réaliser concrètement ce type de document-là. Et même chose pour les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. C'est quoi, comment ça fonctionne. On en réalise aussi avec les étudiants. Aussi tout l'aspect, comme je disais, cybersécurité. Gestion des incidents, parce qu'on sait aussi depuis le 22 septembre dernier, la gestion des incidents de confidentialité est réglementée, donc il y a des obligations de divulgation dans certaines circonstances. Ben, comment on fait cette évaluation-là de risque de préjudice sérieux? Qu'est-ce qu'il doit avoir dans un registre d'incidents de confidentialité? À quel moment la commission d'accès doit être informée, etc. Donc tout ça, on va dans le concret, puis on regarde des exemples réel aussi de ce qu'on peut voir. On s'inspire de ce qu'on a pu voir à date aussi dans les entreprises qui ont vécu des incidents. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a beaucoup de discussions dans les groupes. Donc, on veut que, même si c'est 100% virtuel, on veut que les gens puissent échanger sur qu'est-ce qui se passe dans leur milieu de travail, puis se donner aussi des conseils puis des trucs des fois, de comparer, voir ce qui se fait ailleurs, savoir où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, tout ça. Donc, c'est super intéressant pour les étudiants. Puis finalement, on regarde aussi tout ce qui est communication, gestion de crise et on termine par sensibilisation aussi à la protection des renseignements personnels parce qu'on sait que c'est souvent un rôle qui va revenir aux responsables de la protection des renseignements personnels de s'assurer que son organisation est formée, sensibilisée dans tous ces enjeux-là, de protection des renseignements personnels. Ouais, c'est un rôle qui est assez majeur comme ce qui s'en vient. Fait que cette personne-là est mieux d'être bien aguerrie par rapport à ça. C'est effectivement, puis dans le fond, je rebondis un peu sur ce que tu dis en scène. C'est le fun que ça soit en virtuel parce que ça donne justement un accès très large et post-pandémie, on est maintenant habitué à vivre dans cet univers-là. Donc, c'est cette convivialité-là que le virtuel a amené dans notre vie, de facilité justement d'accéder à ce genre de contenu-là. As-tu des informations à nous fournir sur justement le programme d'Avantage, puis comment il s'articule, puis dans le temps? En fait, comme je disais, c'est 12 séances. Donc, à la suite de ces 12 séances-là, il y a un examen qui doit être passé par les étudiants. Cet examen-là, il n'est pas obligatoire parce que, peut-être qu'il y en a que ça leur intéresse pas de faire ce type d'examen-là, mais si jamais les étudiants décident de le faire et le réussissent, ils vont obtenir un deuxième. Je dis un deuxième parce que j'ai pas parlé du premier, là. Le certificat, en fait, le premier, c'est que c'est des heures de formation qui peuvent être reconnues parfois dans les ordres professionnels ou dans le cadre du travail de ces personnes-là. Donc ça, juste en assistant au cours, il y a ce premier document-là. Puis, si l'examen est réussi, il y a un deuxième certificat qui est en fait la reconnaissance du succès, en fait, de l'examen comme responsable de la protection des renseignements personnels. Donc ça, c'est sûr que ça peut donner un peu de poids aussi à la candidature si jamais on applique sur des postes en rapport à la protection des renseignements personnels, aussi donner de la crédibilité à notre candidature au sein de l'entreprise pour laquelle on travaille déjà, si jamais ce rôle-là n'est pas encore comblé, n'a pas été délégué, puis c'est quelque chose qui intéresse les gens, d'avoir suivi 42 heures de formation sur le sujet. Bon, évidemment, ça peut faire toute la différence entre une candidature ou une autre. Donc, c'est ça aussi l'idée d'avoir un programme de certification, c'est de pouvoir donner cette crédibilité-là à nos étudiants. Ça peut pas nuire, effectivement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvertes que tu aimerais qu'on aborde? En fait, c'est plus le fait que j'aimerais insister sur le fait de ne pas prendre ce rôle-là à la légère. Ce qu'on remarque souvent dans le cadre de notre travail, c'est que souvent les gens ont plus tendance à attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Donc peut-être des fois, ce rôle-là repose encore sur la personne qui a la plus haute autorité au sein d'une organisation, même si
parfois, même souvent, j'oserais dire, c'est pas la personne la plus qualifiée pour exercer ces fonctions-là. Souvent, bon, un CEO d'entreprise a beaucoup d'autres chats à fouetter que de la gouvernance en matière de protection des renseignements personnels et toutes les autres fonctions qui viennent avec ce titre-là, cette fonction-là. Donc, prendre le temps là, de se poser les questions. Est-ce que notre responsable de la protection des renseignements personnels est la personne la plus qualifiée pour le faire? Est-ce qu'elle a de l'intérêt pour exercer cette fonction-là correctement? C'est toutes des questions qui devraient déjà être posées au sein de vos organisations avant l'entrée en vigueur des obligations en septembre dernier, mais il n'est pas trop tard quand même pour se les poser. Il y a encore le temps. Puis, c'est surtout ça là, que je pense qu'il faut mettre l'accent, de ne pas attendre à plus tard. Là. La proactivité, c'est vraiment la clé en matière de conformité, là, surtout avec ce qui s'en vient le 22 septembre prochain. On le sait, là, la majorité des obligations de la loi 25 vont être en vigueur à partir de septembre prochain, donc faut s'y mettre. Là. Oui. Ouais, juste pour donner le contexte, au moment où on enregistre, la première vague est faite, la deuxième arrive justement en septembre prochain, et la troisième vague, qui est un peu moins importante à certains égards, arrive dans plus qu'un an, donc justement, c'est très, très important. Puis, je pense que pour relancer sur ce que tu dis, la commission d'accès est déjà en train de commencer à examiner, a soumis déjà des décisions, donc ils ne dorment pas. C'est un modèle un peu différent par rapport à ce qu'on voit en Europe où il y a un peu plus de sensibilisation avant l'application. Ici, on est plus en application avant la sensibilisation. Donc, je trouve ça un peu dommage au sens de l'organisme public, mais je trouve ça intéressant que justement vous repreniez la balle au bon et vous étiez capable de faire quelque chose pour aider les entreprises à cheminer parce que les incidents de confidentialité n'arrêteront pas. Vont probablement augmenter, on le voit dans les nouvelles, puis même à un point où les gens sont peut-être même désensibilisés à la quantité d'incidents qu'on a, et ça n'arrêtera pas. Juste pour nommer les derniers au moment où on se parle, les plus majeurs, comme Sobase par exemple, ça ne doit pas être une situation très agréable à vivre, puis leur RPRP doit pas du bien dormir pendant quelques temps. Donc, justement, de se retrouver dans ce contexte-là, puis d'avoir un programme de formation qui disponible, aussi vaste que celui-là, très intéressant. Et parlant de pas bien dormir, quand on est un RPAP au sein d'une organisation, je pense que le fait d'avoir une formation, d'avoir les connaissances nécessaires puis se sentir à l'aise avec ces fonctions-là, ça aide beaucoup quand il y a un incident qui survient de dire, bon, mais mes processus sont à jour, on les a testés, on sait quoi faire. D'après moi, ceux qui ont tout ça en place dorment pas mal mieux, là. Bon, peut-être pas quand l'incident vient de survenir, mais quand même en général, parce que la gestion d'incident doit être pas mal plus agréable quand tout est déjà en place. On va faire un croche un peu sur les obligations de la loi, parce que quand on est bien organisé, parce que de ce que j'en comprends de non-experts, les critères d'évaluation de la commission d'accès, c'est la préparation. Fait que s'ils arrivent devant une entreprise qui est préparée, ils vont être beaucoup plus cléments que s'ils arrivent devant une entreprise qui n'est pas préparée. Puis c'est un des éléments de différence très importants parce que si on a fait nos efforts, nos devoirs, nos affaires, puis là, comme tout le monde, on subit un incident, les pénalités qui risquent de nous être appliquées par la commission d'accès vont être beaucoup plus restreint, disons, plus petit, plus modéré, que si on était vraiment hyper négligent, on s'en est foutu, puis on n'a rien à foutre, puis c'est ça la vie. Fait que c'est ça l'important. Puis d'ailleurs, une formation comme ça, il s'inscrit dans cette démarche-là de prise sérieux de la démarche. Et justement, les affaires, la gestion d'incidents est un autre élément, l'inventaire des actifs, l'inventaire des éléments. Bon. Quelles mesures de sécurité sont en place? Quelles mesures ont été prises pour limiter le risque de préjudice pour les personnes concernées? Tout ça, c'est des choses qui peuvent être préparées à l'avance puis peuvent même être testées, c'est-à-dire faire comme les simulations d'incidents de sécurité, même chose au niveau des incidents de confidentialité, donc impliquer le responsable de la protection des renseignements personnels de votre organisation au tabletop de sécurité de votre organisation, si vous en faites. C'est la clé. Là, Pour expliquer, un tabletop, c'est une simulation non réelle d'un incident de sécurité, justement, dans lequel là, on simule, mais entre personnes autour d'une table, comme un jeu de société, essentiellement. Là. Exactement. Donc, ça permet de s'assurer que tout le monde connaît bien son rôle dans l'incident, puis est capable de poser les bonnes questions au bon moment, puis de poser les bonnes actions également au bon moment. Donc,
ça, c'est un processus qui existe déjà dans beaucoup d'entreprises en matière de sécurité. Donc, c'est facile de le calquer en matière de protection des renseignements personnels également. Ça revient à ça. Pour terminer, est-ce que les inscriptions, les séances, comment ça fonctionne un peu? Parce que tu parlais que c'est en virtuel. Ouais. L'Université de Sherbrooke, j'imagine que ça suit le cycle universitaire, donc séance de qui débute en janvier, puis l'autre qui débute août, septembre, tout dépendant des années. Là. Exactement. Donc là, on est en première cohorte qui a commencé au mois de janvier. Donc, c'est bien entamé, mais la prochaine session, c'est encore le temps de s'inscrire. Donc, ça commence le 8 septembre, puis ça va jusqu'au 24 novembre, donc encore les vendredis matins, de 8h30 à 12h30, donc une demi-journée. Puis, encore une fois, ce sera 12 séances. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Là. Si vous tapez certification comme responsable de la protection des renseignements personnels sur Google, c'est le premier qui va sortir de l'Université de Sherbrooke. Donc, l'inscription se fait en ligne. Puis, d'ailleurs, il y a un code rabais spécial là, pour les membres de CyberEcho. 10% de rabais pour la formation parce que c'est notre partenaire pour l'élaboration de cette formation-là. Super chouette. De toute façon, on va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Fait que les gens qui voudront peut-être, à la place de chercher, vont juste cliquer à partir des notes de l'épisode. Bonne idée. Sur ça, je te remercie énormément. Très intéressant. Je trouve que c'est une initiative très pertinente, justement, de pouvoir propager ces éléments-là parce que ça va être très formateur pour les gens qui devront vivre ces situations-là à l'avenir. Bien, merci beaucoup. Puis merci à toi de m'avoir reçu sur le podcast. À la prochaine.